Donc le deuxième sujet, c'est sur les pièges de la décurarisation. Alors pourquoi parler de ça? En fait, c'est parce qu'on est en train de mettre au point des recommandations sur l'utilisation des curares chez l'enfant. Et on se rend compte que le problème, ce n'est pas d'utiliser des curares, c'est de décurariser l'enfant. Et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, parce qu'on ne nous apprend pas toujours ça dans notre cursus. Donc, pour commencer le truc, une étude qui a été faite en Chine, qui est très bien faite. Donc, ils ont pris 100 nouveau-nés qui avaient tous la même chirurgie laparoscopique, une bride de latte. Et le but initial de l'étude, c'était de dire est-ce que les chirurgiens sont contents quand on curarise ou qu'on ne curarise pas pour faire une laparoscopie chez un nourrisson. Et donc, il y avait 3 groupes, pas curarisés, du rocuronium à faible dose, donc ils avaient un bloc, un 34 supérieur à 0,4, donc c'est une curarisation légère, et qui était antagonisé par la néostigmine à la fin. Et l'autre groupe, c'était un peu plus de rocuronium avec une infusion continue, donc pour avoir un 34, un compte de TOF de 1 ou 2, donc c'est un bloc un peu plus profond, et eux, ils étaient antagonisés par le Sugamadex. C'était monitoré avec un accélérographe, et donc l'extubation, quand ils avaient un ratio de TOF à plus de 0,9. C'est les règles qui sont préconisées chez l'adulte. C'est magnifique. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Que pour les chirurgiens, il n'y avait pas de différence. Vous voyez, ça c'est très bonnes conditions. Et vous voyez que dans tous les groupes, il y avait 2 ou 3 cas de mauvaises conditions chirurgicales, et le reste, les chirurgiens étaient incapables de dire si l'enfant était curarisé ou pas. Bon, c'est une leçon. Mais comme anesthésiste, j'ai regardé autre chose. Alors regardez, ceux qui n'ont pas été curarisés, ils avaient, dans 34% des cas, des conditions d'intubation inacceptables. C'est-à-dire que l'enfant bougeait, que les cordes étaient fermées. Donc laryngospasme, bronchospasme, hypoxémie. Ok, ouais. Puis on va regarder dans ceux qui avaient un bloc neuromusculaire un peu plus profond, et vous voyez que c'est eux qui avaient le plus de complications post-opératoires. Vous voyez, par rapport à l'incidence d'apnée, de réveil retardé, d'hypoxémie transitoire, c'était tous beaucoup plus important que dans ceux qui n'avaient rien reçu ou ceux qui avaient reçu une dose légère. Pourtant, ils avaient été monitorés, ils avaient été bien antagonisés. Donc ça pose question, oui. Est-ce que ça existe, la curation résiduelle chez les enfants? Oui. Donc ça, c'est une étude où ils n'ont rien regardé en salle d'opération, et puis ils ont regardé en salle de réveil. Vous voyez, 26% des enfants, alors que l'anesthésiste était persuadé qu'il était bien décurarisé, il respirait bien, il était extubé, il y en avait presque 30% qui étaient avec un 34 inférieur à 0,9 en salle de réveil. Oui. Alors ça, c'est Jean-Philippe Salin, qui est anesthésiste pédiatrique à Caen, a été à Sainte-Justine au Canada, et il a été confronté à un cas de recurarisation après une sténose du pylore. Et donc on a revu la littérature avec lui, on a vu qu'il y a eu 7 autres cas. Donc en fait, quand vous utilisez des curares chez un enfant, vous exposez l'enfant à 2 causes évitables de morbidité post-anesthésique. Soit il a une curarisation résiduelle, c'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à 34 au-dessus de 0,9, soit à un risque de recurarisation s'il a reçu du Sugamadex. Recurarisation, ça veut dire qu'à un moment, on a pu constater qu'il était décurarisé, donc il avait soit un monitorage qui montrait qu'il avait un 34 au-dessus de 0,9, soit qu'il avait tous les signes cliniques, il lève la tête, il ouvre les yeux, il bouge les bras, donc on se dit il est décurarisant. Et puis après un certain temps, il a des signes objectifs de curarisation, c'est-à-dire qu'il ne respire plus, il ne bouge plus, ou il a un TOF ratio inférieur à 0,9. Donc ça pose question. Donc on va parler un peu de monitorage, de la dose de rocuronium, de la dose de Sugamadex et des effets des autres agents anesthésiques. Donc le monitorage de la curarisation chez l'enfant, on est très mauvais. Très mauvais en Europe. Vous voyez, il n'y avait que 16% des enfants curarisés chez qui on avait monitoré les curares. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Vous voyez ici une étude sur des gens qui avaient utilisé de Sugamadex. Il n'y avait pas de monitorage du tout dans 80% des cas. Donc on est mauvais. Il faut changer ça, oui.
Alors vous connaissez tous, savez tous qu'on peut utiliser plusieurs techniques. La mécanomyographie, c'est essentiellement pour la recherche parce que c'est un peu complexe. L'accéléromyographie, donc c'est le petit truc. La kinémyographie, c'est avec le machin qu'on met entre le pouce et l'index. Et l'électromyographie. Oui. Alors, toutes les techniques d'accéléromyographie sont un peu compliquées parce que ça dépend de façon critique de la position de la main de l'enfant. Donc vous voyez ici, ils avaient fait une étude avec 4 positions différentes de la main, donc avec un sparadrap qui retient les doigts, avec un sparadrap qui retient la paume, avec un système qui protège tout à fait le monitorage. Et vous voyez que si on prenait l'accéléromyographie, donc c'est chaque fois la réponse à ça en fonction de mécanomyographie, donc le standard, mais vous voyez que la réponse variait de façon considérable et donc que ce n'est pas très fiable. Ce qui est peut-être une des raisons pour lesquelles peu d'anesthésistes pédiatriques usent ce monitorage-là. Oui. Et heureusement, tout récemment, maintenant, depuis 1 an ou 2, il y a l'électromyographie qui est disponible chez le nourrisson et l'enfant. Vous voyez, c'est des trucs à usage unique qu'on peut mettre à la main ou au pied. Il y a toutes sortes, il y a plusieurs marques. J'ai pas aucun conflit d'intérêt là-dessus, hein, mais c'est pour vous dire que ça existe et que c'est facile à utiliser, même chez les tout petits, même en dessous de 5 kg. Oui. Il y a même un qui fait les deux. Donc ça, c'est une marque qui est en Afrique du Sud. Donc c'est pas très loin d'ici. Et je ne savais même pas que ça existait, mais ils sont remarquablement efficaces. Oui. Alors pourquoi est-ce que l'électromyographie, c'est mieux que l'accéléromyographie? En fait, il y a 2 choses. Donc ça, c'est une étude qui a été faite chez des adultes où ils ont mis du même côté l'accéléromyographie et l'EMG. Donc du même côté, et ils sont curarisés, et on regarde, vous voyez que pour la curarisation, il n'y a pas de différence. Pour la décurarisation, l'accéléromyographie trouve que l'enfant est décurarisé, si c'est des adultes, est décurarisé avant l'EMG. Donc en fait, l'accéléromyographie surestime un petit peu la décurarisation. Comment ça se fait? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Une autre étude des adultes qui n'ont pas reçu de curare. Donc, pas de curare du tout, ils ne sont pas curarisés. On leur met soit un accéléromyographe, soit un électromyographe, soit un mécanomyographe, et on regarde. On leur fait des stimulations au 34 et on regarde. Normalement, ils ne sont pas curarisés, ça devrait rester à 1. Et vous voyez, tous les accéléromyographes, ouh là là, ça change. Il y a une variabilité qui va de 1 à 10 à 1 à 13, alors que pour l'électromyographe, ça ne bouge quasiment pas. Vous voyez une variabilité beaucoup moindre. Donc il y a un problème avec l'accéléromyographie. Oui. Et en fait, c'est dû au fait, ce qu'on appelle le phénomène de l'escalier, qui est du fading inversé. Le principe de l'accéléromyographie, c'est que c'est comparer l'accélération de la contraction à sa force. Donc on estime que la force est proportionnelle à l'accélération. Donc quand je suis un peu curarisé, ça va moins vite. Je ne suis pas curarisé, ça va vite. En fait, quand on stimule de façon répétitive un muscle, il se contracte de plus en plus vite. Et donc, finalement, vous avez la dernière réponse qui devient supérieure à la première. Et donc, c'est comme ça qu'il y a une surestimation de la force, parce qu'en fait, il y a une surestimation, là, il y a une augmentation de l'accélération. Donc, c'est là le piège de l'accéléromyographie, et il faut y penser. Donc, ça existe aussi chez le nourrisson, ce phénomène-là, ce qu'on appelle le phénomène de l'escalier. Oui. Donc il y a des gens qui disent maintenant, vous voyez, cette année-ci, peut-être qu'il faut abandonner l'accéléromyographie. Mais si vous avez ça, ne le jetez pas avant d'avoir l'EMG. Oui. Donc on a comparé, ici ils ont comparé la réponse chez les mêmes enfants au pied et à la main, et ils ont vu que, mais au pied c'est un peu plus lent, la réponse est plus lente. Alors il y a toutes sortes de trucs, hein. C'est peut-être dû à une proportion différente de fibres, 1 ou 2, enfin il y a toutes sortes d'hypothèses. Et c'est un peu bizarre parce qu'en fait, il y a des études qui ont été faites avant chez des adultes qui montrent exactement l'inverse avec l'accéléromyographie. Donc on ne sait pas. Et c'est juste ce qu'il faut savoir, c'est que si vous monitorez au pied, il y aura un petit retard de réponse. Mais si vous vous fiez à cette réponse, c'est bon. C'est juste que c'est un petit retard par rapport à la main. Oui.
quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas, cliniquement, vous ne verrez pas de curarisation tant que 75% des récepteurs ne sont pas occupés. Donc si on vous donne une demi-dose de curare et que vos récepteurs ne sont pas occupés, on ne verra rien. Donc il faut que 75% des récepteurs soient occupés pour qu'on voit la curarisation qui s'installe. Vous voyez ici, ils avaient fait ces trucs chez les chiens, ils avaient mis du curare, il ne se passe rien. Et puis, en termes de force de contraction, et puis hop, ils mettent un petit peu plus, curarisation complète. C'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. Vous allez me dire, pourquoi vous me parlez de ça? Ça n'a rien à voir. Mais en fait, il faut voir les choses à l'envers. Ça veut dire que quand vous avez un train 4 à 0,9, au moment où l'enfant a son train 4 à 0,9, ça veut dire que il y a 25% des récepteurs qui ne sont plus occupés par le curare. Mais il y en a toujours 75 qui sont occupés. Donc il faut faire attention. Donc au moment où vous arrivez à un train 4 de 0,9, juste en salle, quoi. Vous êtes là, ah, ça y est, il est DQ. Attention, ça veut dire qu'il y a encore 75% des récepteurs qui sont occupés. Et donc un tout petit événement qui arrive à ce moment-là, vous pouvez retourner, vous pouvez passer de là à là. Donc vous étiez en train de remonter là, il se passe quelque chose, vous donnez un peu de magnésium, c'est pas un truc, hop, et vous pouvez retourner là. Bien sûr, avec le temps qui passe, comme tous les récepteurs vont être progressivement libérés, le risque diminue. Mais dans l'heure qui suit la décararisation, c'est un risque non négligeable. Alors il y a d'autres choses aussi que là, vous savez bien, mais c'est que nous, ce qu'on monitore, c'est l'adducteur du pouce, mais que les muscles respiratoires sont plus résistants. Le diaphragme, les intercostaux sont plus résistants au curare que l'adducteur du pouce. Mais vous savez aussi que les muscles dilatateurs du pharynx, ceux qui gardent la perméabilité des voies aériennes, sont plus sensibles. Donc vous pouvez avoir ici un train 4 à 0,9 ou 1 et avoir toujours des génioglosses qui sont encore un petit peu paralysés et qui vont faire que votre enfant qui est capable de générer des pressions négatives normales pour respirer va avoir un collapsus des voies aériennes supérieures par pression négative. Donc ça fait partie des petits pièges. Donc vous voyez ici, c'était une étude qui a été faite chez des adultes où on demandait des volontaires qu'est-ce qu'ils sentaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Vous voyez qu'ici, il y avait un risque, il y avait toujours des problèmes d'obstruction des voies aériennes et on était aux environs de 0,9. Donc il y avait encore de la diplopie chez certains aussi. Donc attention, donc il y a ce problème d'occupation des récepteurs et le problème de perméabilité des voies aériennes. Alors, dosage de rocuronium. En fait, quand on regarde, pourquoi je parle de ça? Parce que quand on regarde, beaucoup de gens ils mettent 1 mg kilo de rocuronium. Et alors je dis, mais pourquoi vous le mettez 1 mg kilo? Parce que c'est facile à calculer. Ce qui est, voilà, je comprends bien, mais quelque part, souvent, on surdose les enfants parce que les D95, donc la dose qui curarise 95%, ben, en microgrammes par kilo, donc pour avoir 95% de bloc, c'est 251 microgrammes chez le nourrisson, 409 chez l'enfant, c'est habituel que les enfants soient un peu résistants, 350 chez l'adulte. Donc, chez les petits, on peut mettre beaucoup moins, presque la moitié, que chez les enfants un peu plus âgés. Le principe étant de dire qu'on met 2 fois cette dose-là pour avoir une curarisation rapide, efficace chez tout le monde, ben voilà, la dose chez les nourrissons, ça devrait être 0,5 mg kg, chez l'enfant 0,8 et 0,6 chez l'adulte. La dose normale, quoi. Mais attention, ça dépend aussi de ce qu'on met avec. Si on met du Cevo, si on met du Pinto, si on met du Propofol. Donc, mais en principe, les doses de curarisation pour une laryngoscopie ou une intubation, c'est ça. Alors, il y a les effets des halogénés. Donc, vous voyez ici, les enfants Cevo ou bien protoxyde d'azote et fentanyl, ils ont mis une infusion de rocuronium pour maintenir un bloc à 95% de la première réponse, et ils ont monitoré par EMG, donc bien conduite, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Mais quand vous mettez donc, protoxyde Cevo, quand vous mettez du Cevo, il y a un déplacement vers la gauche de la courbe dose-réponse, donc vous avez une potentialisation importante du rocuronium par le sévoflurane. Vous voyez que
la dose qui donne 50% de curarisation de bloc est diminuée de 50%. Donc si vous curarisez un enfant qui est sous sévoflurane, pensez-y. Ici, c'est une autre étude qui montre la durée d'action du rocuronium. Et donc, il y a plusieurs groupes. Vous voyez, 3 doses, 0,45, 0,6, 1. Et donc, ça, c'est les nouveau-nés. Ça, c'est les nourrissons. Ça, c'est les enfants en âge scolaire. Enfin, voilà, ils augmentent tous. Et vous voyez que, bon, toujours chez les nouveau-nés et les nourrissons, la durée d'action est plus grande. Et au plus on met, au plus la durée d'action est importante. Et regardez aussi les déviations standards. Donc, la variabilité est importante. On n'est pas tous égaux devant les curares. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un problème de vascularisation, peut-être un problème de muscle, parce qu'on met ça au poids, mais ce n'est pas toujours des poids de muscle, ça peut être de la graisse. Donc voilà. Il faut faire attention quand il y a une variabilité, donc ça, c'est pour dire qu'il faut curariser, savoir ce qu'on fait. Quelle est la réponse du patient? Pour l'induction en séquence rapide, quelle dose il faut mettre? Donc dans tous les bouquins, on dit 1,2 mg/kg. Si vous faites une induction en séquence rapide classique, c'est peut-être une bonne idée. Mais rappelez-vous, vous allez vous exposer à une durée d'action très longue. Ici, il y a des études qui ont été faites il y a longtemps, 96, 98, oui, il n'y en a aucune récente. Et toutes ces études sont passées inaperçues. Et donc, soit qu'ils utilisaient le propofol ou le Pato, et ils ont comparé soit à l'acélo, soit au rocuronium lui-même à des doses plus importantes. Et vous voyez qu'en fait, si on attend 60 secondes, 0,6, ça suffit. Vous pouvez mettre 0,9, mais 0,6 suffit. L'idée, c'est de dire, attention, ne pas surdoser les enfants. Un peu de Sugamadex. Vous savez tous comment marche le Sugamadex. Donc, Sugamadex, c'est comme un petit panier dans lequel le rocuronium vient se ficher. Et puis voilà, ça forme un complexe qui est assez stable. Il y a un petit risque que ça vienne dans l'autre sens, mais c'est un complexe assez stable qui est éliminé par les urines. Et donc, l'idée, c'est que vous mettez du Sugamadex, vous injectez du Sugamadex en intraveineux. Ce Sugamadex va se lier à des molécules de rocuronium. Ça va créer un gradient de concentration entre la jonction neuromusculaire et le sang. Et donc, on va retirer comme ça, tout doucement, le rocuronium de la jonction neuromusculaire. Et c'est ça qui va faire la décurarisation. Donc, il y a un gradient du muscle vers le sang. Alors, quels sont les critères pour la dose de rocuronium? Alors, ça, c'est les critères adultes que vous connaissez. Si j'ai deux réponses, 2 mg/kg, une réponse post-tétanique de 1 ou de 4 mg/kg, si c'est tout de suite 16 mg/kg. Ce qui me perturbe un peu, c'est que la dose de Sugamadex est déterminée en fonction de la réponse à la stimulation et pas de la dose de rocuronium. Si vous avez reçu beaucoup de rocuronium toute la journée, parce que c'est une chirurgie longue, vous avez la même quantité de Sugamadex que si vous n'avez reçu qu'une dose. C'est un peu bizarre. Parce qu'il faut beaucoup de Sugamadex pour retirer une molécule de rocuronium. Cette courbe dose-réponse a été faite en fait par la firme qui commercialise le rocuronium pour avoir quelque chose de facile et un monitorage facile. J'ai deux réponses. J'ai des réponses post-tétaniques où c'est tout de suite. Donc c'est quelque chose de simple, il ne faut pas un monitorage très élaboré parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils demandaient quelque chose de plus précis, ils ne vendraient peut-être pas leur truc. Et donc ici c'est une étude dose-réponse qui a été faite en réa. Et donc ils ont pris 97 patients et ils ont fait une courbe dose-réponse vraie. Et ils ont constaté que chez 87% des cas, une dose inférieure aurait suffi. Il y a 13% qui ont eu besoin de plus que ce qui était recommandé par la firme. Il y a eu 2 cas de recurarisation. Alors, qu'est-ce qu'on sait du Sugamadex chez l'enfant? Donc ça, c'est une grosse étude qui a été menée par Benoît Plot, multicentrique randomisée. C'est la première étude sur le Sugamadex qui avait été publiée à l'époque. Et dans cette étude, il y avait 8 nourrissons, 23 enfants, 28 ados. C'est pas beaucoup, mais c'est pas facile de faire des études comme ça, de recruter des patients et tout ça. Ils avaient fait une accélérométrie et tous recevaient 0,6 mg/kg de rocuronium. Et quand le compte était à 2, donc ce qui est recommandé par la firme, ils recevaient tous soit du placebo ou du Sugamadex à 0,5, 1, 2 ou 4 mg/kg. Une sorte de dose-réponse.
et regarder le temps qu'il fallait pour atteindre un TOF ratio supérieur à 0,9. Et ils ont fait quelques prélèvements sanguins. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, quand on regarde le nombre de patients effectivement inclus, vous voyez que chez les nourrissons, il n'y a eu que 6 enfants qui ont reçu du Sugammadex. Donc il y en avait 8 inclus, mais il y en a 2 qui étaient dans le groupe placebo. Donc attention, les résultats commencent, on a une sorte d'attrition du nombre de patients. Donc là, ils ont fait les courbes dose-réponse, et vous voyez, c'est à peu près la même chose dans les 3 groupes d'âge, mais les nourrissons ont disparu. Il n'y avait pas assez de dosage sanguin, il n'y avait pas assez de cas, trop de variabilité pour faire des courbes. Ah, bon. Là, ils ont fait les dosages sanguins. De nouveau, il n'y a pas les nourrissons parce qu'il n'y avait pas de dosage sanguin. Donc, mais regardez, c'est chaque fois à peu près la même chose, la même courbe. Donc, il n'y a pas de différence entre enfants, adolescents et adultes en termes de dose et de courbe dose-réponse et de pharmacologie. On compare souvent le Sugammadex à la néostigmine. Alors, il y a un piège, mais je vais d'abord vous montrer ça. Donc, ici, c'est des enfants de plus de 2 ans. On leur a mis... on les a antagonisés quand le compte était supérieur à 2. Quand ils avaient donc une réponse musculaire, ils avaient 2 réponses au 34. Et donc, on a mis soit 2 mg kg de Sugammadex, soit 50 microgrammes kg de néostigmine, et on a regardé. Alors, bien sûr, tout le monde regarde ça. Waouh, le Sugammadex est beaucoup plus rapide que la néostigmine. Et c'est vrai. Mais quand on regarde un peu plus les résultats, on voit qu'en fait, il y a eu des retards de décolorisation. Un cas, ça fait 2% en cas de Sugammadex, presque 10% en cas de néostigmine. En fait, le piège, c'est que les critères d'administration de néostigmine ne sont pas respectés. Normalement, les critères d'administration de néostigmine, il faut un 34 à 0,4. Et là, c'était une réponse de 2. Donc, on donnait la néostigmine beaucoup trop tôt dans ces études-là. Si on fait la comparaison à curarisation, en mettant 0,4 pour la néostigmine, elle sera toujours plus rapide. Le Sugammadex sera toujours plus rapide que la néostigmine, d'un point de vue pharmacologique. Mais ces études-là sont un peu biaisées parce qu'on utilise des mauvais critères pour donner la néostigmine. Là, ils ont fait des courbes de pharmacocinétique. Et de nouveau, regardez, ils disent ici chez les enfants de 2 à 6 ans, et là, il y a des enfants il y a un article qui est sorti de enfants de moins de 2 ans, et chaque fois on dit, la pharmacocinétique, c'est la même chose que chez les adultes et les adolescents. Oui, mais il y a quand même une aire sous la courbe qui est beaucoup plus basse. On a une concentration maximum qui est plus basse, donc c'est pas... En fait, on a un problème de statistique, on a un problème de nombre de patients pour analyser ça de façon correcte, mais vous voyez ici aussi, regardez l'aire sous la courbe, ici on est à 14, là on est à 18, là on est à 27, là on est à 6, là on est à 7. Donc il y a des grandes différences pharmacocinétiques, sans parler de la pharmacodynamique, mais la pharmacocinétique, il y a des grandes différences qui sont un petit peu oubliées. Donc c'est ça que je vous disais, voilà, le néostigmine, il faut donner seulement si on a un 34 supérieur à 0,2 ou 0,4. Donc ça c'est les Européens, ça c'est les Américains. Mais donc il faut avoir 4 réponses, quoi. Il faut avoir 4 réponses pour pouvoir mesurer ce 34 et donner la néostigmine. Ça, c'est l'étude qui a, je pense, inspiré l'étude de Chinois que je vous avais montré avant. Donc vous voyez, ils ont un protocole où 180 adultes, ils monitorent par accélérographie, ils donnent du rocuronium en fonction du poids idéal et en fonction, ils décurarisent en fonction du monitorage des curares. Et donc, un rapport supérieur à 40 néostigmine, un compte post-tétanique supérieur à 2, 4 Sugammadex, et s'il n'y a rien du tout, 4 mg kg. Donc ils ont fait ça, oui. Et donc, oui, ça c'est avant, c'est le niveau où étaient les patients quand on les a monitorés avant de donner soit le placebo, soit un néostigmine, soit le Sugammadex, et ça c'est après. Et donc leur truc c'est de dire il ne faut pas nécessairement donner du Sugammadex à tout le monde, il faut donner en fonction du monitorage, et si vous faites ça, il n'y aura pas de curarisation résiduelle. Oui, mais quand on fait les calculs statistiques, il y a quand même, ici il y avait 0 cas, mais quand on prend les indices de confiance à 95%,
on a quand même un petit risque, on a de 0 à 2%. Donc, ça peut quand même arriver, donc il faut toujours vérifier. Donc on vérifie la curarisation avant de donner l'antagoniste et on vérifie la décurarisation après. Recurarisation. Pourquoi ça marche comme ça? En fait, ce qu'il y a, quand on a donné une dose trop importante de rocuronium, et c'est pour ça que j'ai insisté sur les doses chez l'enfant, ne pas les surdoser, et sur la situation molaire, donc l'équivalent molaire d'une molécule de sugamadex, une molécule de rocuronium. Donc quand on donne trop de rocuronium, au lieu de rester dans la jonction neuromusculaire, il va aller un peu partout. Un autre compartiment, on ne sait pas très bien si c'est la graisse ou on ne sait pas. On n'a pas réussi à déterminer ça, mais c'est un autre compartiment périphérique. On donne le sugamadex, donc la concentration sanguine de rocuronium va diminuer, et tout le rocuronium qui était stocké ailleurs va revenir. Donc il y a celui dans les muscles, mais aussi celui qui était ailleurs. Et à un moment, on va épuiser la capacité de captage du sugamadex. Et donc, on aura de nouveau du rocuronium dans le sang et beaucoup moins dans la jonction neuromusculaire. Et hop, il va retourner et on a une recurarisation. C'est ça l'explication. Et donc, vous voyez ici les concentrations de rocuronium dans le sang. C'est la même étude tout à l'heure avec les petits-enfants et tout ça. Donc, il y a 3 groupes. Et regardez ce qui se passe dans le plasma avec le rocuronium. Ici, ce n'est pas le sugamadex. Et donc, vous voyez ici, donc ça c'est les minutes et la concentration de sugamadex. Vous voyez qu'il y a une augmentation du taux sanguin de rocuronium. Il y a une augmentation du taux sanguin de rocuronium. Il y a une augmentation du taux sanguin de rocuronium. Donc on le voit. Ça ne veut pas dire que tous ces gens ont été recurarisés, c'est simplement l'explication du mécanisme pharmacologique. On a retiré le rocuronium de la jonction neuromusculaire et d'ailleurs, donc il y a un peu plus de rocuronium dans le sang, donc il n'y a pas d'effet, moins d'effet au niveau musculaire, mais il est là et il peut retourner s'il y a le moindre chose qui arrive. Oui. Est-ce que ça existe en vrai? Il y a des cas qui ont été décrits chez l'adulte. Donc, notamment une dame qui a été opérée toute la journée, un truc abdominal très compliqué, et ils ont fait la décurarisation en fonction de la dose telle que préconisée par la firme. Elle a été décurarisée, elle est en salle de réveil, elle parle, et puis 1 heure après, boum, curarisée. Donc, et ça a répondu à une autre dose de sugamadex. Donc ça arrive. Ici, c'est un truc un peu spécial. Ça a été fait à l'époque où ils faisaient des courbes dose-réponse chez l'adulte. Donc ça, c'est la réponse d'un adulte. Donc vous voyez, il reçoit 0,9 mg/kg, et quand le compte post-tétanique est à 1, on lui donne 0,5 mg/kg de sugamadex. C'est bien sûr trop peu, mais c'était une étude dose-réponse. Et donc vous voyez ici, il reçoit son rocuronium, oups, il a une réponse post-tétanique, on lui donne 0,5, donc hop, il récupère, et puis, comme il n'y a pas assez de sugamadex pour capter tout le rocuronium, ben, il se recurarise. Là, c'était un patient qui a des anesthésies, donc il ne l'a jamais su, mais on a une belle courbe qui montre que ça peut arriver. Oui. Donc, 2 choses. Vous avez antagonisé un enfant. Ça va bien, et puis, il vous fait un laryngospasme. Donc vous avez enlevé la sonde, et là, il vous fait un laryngospasme, et vous devez remettre quelque chose. Et donc là, il faut réfléchir, et donc il faut avoir les idées claires. Si vous avez mis de la néostigmine, si vous mettez de la cellocurine, vous risquez d'avoir une durée d'action prolongée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais il faut s'y attendre. Parce qu'en fait, on a inhibé les cholinesterases qui détruisent la succinylcholine. Heureusement, pour le laryngospasme, on dit qu'il faut donner moins de cellocurine, mais quand même, ça peut vous exposer à un souci. Donc il faut s'y attendre. Si vous avez mis du sugamadex, et que ça arrive, si c'est moins de 30 minutes après le sugamadex, il vaut mieux utiliser la succinylcholine, l'atracurium ou le cisatacurium. Parce qu'il reste peut-être du sugamadex qui circule, qui va capter tout ce rocuronium que vous venez de donner et qui va faire que vous n'aurez pas de bloc. Si c'est entre 30 minutes et 4 heures, il faut donner beaucoup plus de rocuronium parce qu'il y a toujours du sugamadex qui traîne. Et si c'est plus de 4 heures, il n'y a pas de différence. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir, parce que ça arrive, quoi, que un laryngospasme, on vient d'antagoniser, ou bien il est en salle de réveil et puis 1 demi-heure après, on vous dit il saigne, je dois le reprendre. Ben, oui. Quel curare je vais utiliser? Oui.
Donc le point critique, et je reviens au début, c'est la perméabilité des voies aériennes. Oui. Et donc, c'est une étude qui a été faite chez les chats avec l'allotane. Donc qu'est-ce qu'on leur faisait? On leur faisait inspirer l'allotane au masque, et puis on mettait des petites électrodes dans le diaphragme, dans les intercostaux, dans les génioglosses. Donc vous voyez ici les concentrations croissantes d'allotane, et ici l'EMG spontané, donc la façon dont leurs muscles se contractaient. Ils n'étaient pas curarisés. Et qu'est-ce qu'on voit? Au plus la concentration d'allotane augmente, au plus l'activité électromyographique spontanée diminue. Elle diminue dans le diaphragme, intercostaux, génioglosses. Mais vous voyez que c'est les génioglosses qui sont les plus sensibles. Les intercostaux après, puis les diaphragmes. Donc c'est ceux qui ont utilisé l'allotane, on savait bien ça qu'à un moment, il n'y avait plus que le diaphragme qui bougeait. On avait tout bougé, puis il n'y avait plus que le diaphragme. C'est quand on était quelque part ici. C'était un des signes de profondeur d'anesthésie qu'on utilisait. En fait, il y a l'inverse qui se passe au réveil. Au réveil, vous avez fait le chemin inverse, et donc vous allez avoir un diaphragme qui aura récupéré bien avant que le génioglosse se récupère. Donc vous pouvez avoir des muscles intercostaux et diaphragmatiques qui génèrent une pression négative, et des muscles dilatateurs du pharynx qui sont incapables de garder le pharynx ouvert. Et donc, voilà, ça c'est le problème. Oui. Vous allez me dire, ok, mais ça c'est allotane. Non, 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 non. Ça a été montré, ça c'était chez le chat, ça a été montré chez le cerveau, pour le cerveau, le propofol, et même la dexmédetomidine. C'est toujours dose dépendant. Donc au plus vous en mettez, au plus vous aurez cet effet-là. C'est sûr, si vous mettez un peu de dexmédetomidine, vous ne verrez rien. Mais les grosses doses, tous ont cet effet-là, et chez tous, l'effet est plus marqué chez les tout petits que chez les plus enfants, plus âgés ou les adultes. Donc, alors, quand on met tout ensemble, vous avez les effets résiduels de l'anesthésie générale. Donc, quoi que vous fassiez, CEVO, une anesthésie totale intraveineuse, une sédation, gardez ça en tête. En même temps, vous avez mis un curare. Donc, même si vous avez un train de 4 supérieur à 0,9, n'oubliez pas les voies aériennes supérieures. N'oubliez pas que c'est ça que vous regardez et pas ça. Et n'oubliez pas que le sévoflurane potentialise les curares. Oui. Donc, on ne parle ici que d'un tout petit truc. Dans le phénomène d'extubation, on n'a parlé que de ça. Donc l'extubation, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça fait partie des choses à avoir en tête quand on extube un enfant. Donc, quand vous utilisez un curare, il faut monitorer ses effets, éviter le surdosage. Vous savez pourquoi, ça augmente le risque de recurarisation. Et si vous devez quand même utiliser une dose importante, gardez l'enfant longtemps en salle de réveil. Et que les gens soient avertis. Il y a attention, méfie-toi, il a reçu beaucoup de recul, il est décurarisé, mais ça peut revenir. Que les IAD en salle de réveil aient l'œil attentif à ça, parce que d'un coup, il va s'arrêter de respirer, ou avoir des difficultés respiratoires. Les doses, voilà, c'est les mêmes. Donc, Sugamadex, 2, 4 ou 16 mg kg, néostigmine, 20 à 40 microgrammes kg, seulement quand le train de 4 est au-dessus de 0,4. Donc méfiez-vous, ce n'est pas le compte qui compte, c'est le ratio. Et si c'est moins d'un an, et qu'il y a une dose totale de recuronium élevée, gardez l'enfant en salle de réveil pendant 1 heure pour éviter ce risque de recurarisation. Merci beaucoup. C'est pas vraiment une question, mais une anecdote que j'avais quand j'étais interne à Saint-Luc en salle de réveil. Il y avait une recurisation d'une patiente qui a passé 1 heure en salle de réveil et elle a reçu une dose supplémentaire de morphine juste avant de remonter à l'étage. Et c'est là où l'infirmière de salle de réveil m'interpelle en disant elle arrête de parler, elle va plus bien. Et elle a répondu au Bridion. Et elle n'a pas eu de Bridion pour être décurisée parce que la dernière injection datait de, je sais plus de 60 minutes et ça s'est très bien passé. Et du coup, après interrogation de toutes les personnes, en fait, ce que nous on avait retenu comme hypothèse, c'était la petite goutte de curare dans le robinet. Ah oui, oui. Parce que la première infirmière avait toujours injecté sur le premier robinet. Il y a eu un changement d'infirmière et juste avant de remonter, elle avait injecté sur le deuxième robinet. Et du coup, il y a eu l'équivalent de la goutte dans le robinet qui reste toujours quand on ne la jette pas activement.
Et ça correspond un peu moins qu'un demi-millilitre. Oui, c'est ça. Donc ça fait 5 milligrammes Et de... ça correspond au truc des récepteurs occupés. Ouais. Non, c'est bien, merci. Et du Mais coup, c'est... depuis, je jette toujours la petite goutte du robinet. Oui, 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 c'est ça. C'est le truc, en général, en début d'année, avec les jeunes internes, quand il y a des patients ont reçu des remifentanil, c'est exactement la même chose. Le patient est bien, puis on injecte le paracétamol, et bon. Et en fait, il restait c'est des choses, c'est des concentrations importantes, hein, donc voilà, merci. Euh, du coup, on a complètement passé, enfin vous en avez parlé tout à l'heure, une molécule de Oui. sugammadex antagonise une molécule de rocuronium. Il n'y a pas eu Mais en termes d'études. de milligrammes, il faut plus. Oui, Il c'était faut presque 3, 3. Oui, oui, 3,5. c'est ça. Euh, et du coup, il n'y a pas d'études qui sont justement basées là-dessus pour faire un peu comme l'héparine où Oui, ben, on on pourrait faire ça. antagonise Oui, dose d'héparine pour dose d'héparine. oui. Ça pourrait être un... Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est... Il n'y a pas eu d'études qui Non, montrent. Ok. non, non. Non, toutes les études que je vous ai montrées, toutes celles qui ont été faites jusqu'à présent, les gens recevaient une dose, et puis on regarde. Mais le fait des doses répétées, ça serait compliqué à faire, mais ça vaut le coup. Ok. Si vous avez les patients, faites-le, hein. Ah oui, c'est exactement le même principe. Il y a des centres apparemment qui ont jeté la cellocurine, qui utilisent que de l'esméron. Vous en pensez quoi? Mais c'est un problème. Donc, on est en train de faire les recommandations européennes pour les curares chez l'enfant. Et il y a plein de pays, donc on a mis un truc sur la cello. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous mettez la cello? On l'utilise plus. Bah après, Et donc, finalement, moi j'ai découvert un intérêt dans votre diapo, c'est quand on doit réendormir en urgence un enfant qui saigne, par exemple, et qu'on a utilisé de l'esméron et du oui, c'est buridion, ça. Ben oui, là, il y a un intérêt, quoi, finalement. ça fait partie, oui. Donc, non, je pense que c'est un truc. Il y a deux choses. Il y a beaucoup d'usines, enfin, il y a beaucoup de firmes qui ne le font plus, la cello. Donc, c'est difficile à trouver. En Belgique, on utilise la cellocurine qui est fabriquée en Hongrie, je crois. Parce qu'il n'y a plus aucune firme pharmaceutique qui va en faire. Donc il y a un problème d'accès, donc les pharmaciens sont un peu... Et finalement, il y a tellement d'effets secondaires à la succinylocoline que beaucoup de gens l'ont abandonné. Et je pense que ce n'est pas une molécule à jeter.